Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photo et de l'image pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leur revers et nous glisser quelques conseils en chemin. Pour cet épisode 100, je suis ravie d'être accompagnée d'Adrien Garcia. Bonjour Adrien. Bonjour Marine. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Tu es l'host du podcast The Bold Way, anciennement Entreprendre dans la mode, et tu as également ta marque de mode Réunie. Et c'est ton podcast qui m'a vraiment inspirée à lancer mon propre podcast. Et c'était mon amie Clémentine Déhan qui travaille également dans la mode et qui est en train de lancer sa marque de sac à main Villa Harpel, qui m'avait parlé de ton podcast il y a maintenant, je pense, 6 ans. Donc merci à elle. Et ça m'intéressait de t'inviter pour cet épisode spécial parce que ton parcours m'inspire beaucoup. Tu as travaillé dans l'hôtellerie, la restauration avant de travailler pour des marques de luxe, et tu as lancé ton podcast en 2017, Entreprendre dans la mode. Ouais. Puis il y a eu un changement de format l'année dernière. Le podcast est devenu The Bold Way. Ouais. Dans lequel tu reviens sur des parcours de professionnels du milieu de la mode et des industries créatives. Tu as lancé ta marque de vêtements Réunie en 2019, et aussi maintenant tu as aussi des formations qui couvrent des sujets business, développement personnel et créativité qui s'appellent The Bold Way Education. Ouais, c'est ça. Voilà, donc je vais te laisser le micro et je suis ravie qu'on fasse cet entretien anniversaire ensemble. Trop bien, merci pour ta confiance. C'est un grand plaisir, c'est mon métier, donc j'adore faire ça. Ça me fait plaisir d'en savoir plus sur toi et puis de revenir sur ce milestone extraordinaire à 100 épisodes. Moi, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, c'est de revenir sur toute cette épopée, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a peut-être, parce que moi, ce que j'aime bien faire aussi dans mes podcasts, c'est revenir sur la genèse des choses, c'est comprendre pourquoi les gens se lancent dans une aventure pareille. Donc j'imagine que t'aimes bien les gens et que t'es curieuse et tout ça. Mais je suis sûr que ton audience connaît déjà un petit peu l'histoire. Mais moi, je la connais pas forcément, et puis je me dis que pour ce 100e épisode, il y a plein de gens qui vont te découvrir et qui connaissent pas encore ton histoire. Donc moi, j'aimerais bien comprendre ça déjà. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce podcast, Les Voix de la Photo? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Et raconte-moi pour toi les grands milestones finalement de cette épopée de 100 épisodes. Alors du coup, pendant mes études, j'avais un blog, où j'écrivais sur des sujets. Du coup, moi, j'ai fait des études en histoire de l'art, marché de l'art à Paris, puis à Londres. Ouais. Et du coup, j'aimais bien avoir ce format où j'écrivais sur des sujets qui m'intéressaient. Par exemple, quand il y a eu plein de fondations privées qui se sont lancées, j'avais écrit pour expliquer qu'en fait, parce qu'il y avait une loi fiscale qui était passée, ou ce qui m'intéressait aussi, c'était de parler sur pourquoi certains artistes aujourd'hui avaient une cote très importante, quels sont un peu les parcours qu'ils avaient pu faire, les résidences, etc. Et du coup, quand je suis sortie de mes études, j'ai fait un master spécialisé après dans une école de commerce qui s'appelle l'ESCP. D'accord. Et j'ai commencé à travailler dans la presse en tant qu'éditrice pour un quotidien qui s'appelle Le Quotidien de l'Art, qui est parti du groupe Beaux-Arts. Donc là, j'étais pas journaliste, j'étais vraiment sur la partie communication, marketing. Le titre venait d'être acheté par le groupe. Donc du coup, plein de choses à faire, c'était passionnant. Mais du coup, je me suis retrouvée à lire énormément la presse et des personnes qui écrivent très très bien. Ouais. Et du coup, j'ai eu le syndrome, moi, de la page blanche, où en fait, pendant presque 1 an et demi, j'écrivais plus. Je pense que j'avais plus trop le temps, et puis même j'avais un peu ce truc où je lisais beaucoup des personnes qui écrivaient bien, et moi du coup j'avais plus trop envie d'écrire. Tu trouvais que c'était nul ce que tu faisais à côté, ou c'était ça te foutait la pression? Ouais, ça me foutait la pression parce que je lisais des gens qui écrivaient c'était leur métier, très bien, voilà. Alors que moi j'avais plutôt une écriture un peu pas simple, mais en tout cas plutôt sur des faits et pas spécial. Enfin en tout cas comme moi je trouvais que t'avais développé en école de commerce, plus business, plus pragmatique, plus direct to the point. Ouais, exactement. Et du coup, c'est la même période où il y a des podcasts qui ont que j'ai commencé à écouter des podcasts, dont le tien. Ouais. Et le format long m'intéressait beaucoup. Le format où on prend son temps, où on revient sur le parcours de personnes. Et je me suis dit que j'avais envie de reprendre cette partie un petit peu contenu, mais peut-être avec le son.
Et la photo m'intéressait. J'ai toujours été intéressée par l'image. Alors, j'ai commencé plutôt par l'image de mode ou l'image publicitaire. J'avais fait un du coup mémoire sur la publicité de la marque Chantel des années 50 à 80. Et c'est une période où dans l'histoire de la photographie et l'histoire de la publicité, on passe de l'illustration à la photographie. Donc ça m'intéressait et j'ai fait un autre mémoire sur le marché du photojournalisme. D'accord. Voilà, donc la photographie m'intéressait et j'avais l'impression que tous ces métiers de l'ombre, que tous les métiers, les galeristes, les éditeurs... que moi je les identifiais pas vraiment et j'avais un peu du mal à comprendre comment est-ce qu'on arrivait à avoir est-ce qu'une image arrive jusqu'à nous, que ce soit sous la forme d'un livre, d'une image dans la presse, d'une publicité. Ça m'intéressait de comprendre un peu tout cet écosystème autour des images. Donc j'ai lancé ce podcast vraiment plutôt pour moi en fait. Ouais, bien sûr. C'est souvent comme ça. Hein. On fait les choses pour soi au début et puis finalement ça devient un média. Alors qu'est-ce que t'as compris à ce métier, à ce métier de la photo, parce que c'est marrant parce que je me retrouve complètement dans ce que tu racontes, cette volonté de m'ouvrir, de comprendre ma curiosité, etc. Et cet amour pour le podcast, le format long. Moi aussi j'adore écrire, mais j'écris pas très bien, donc c'est vrai que c'est vachement plus simple finalement de poser des questions et puis de pas faire de cut, parce que tu fais 0 cut aussi, il me semble. Qu'est-ce que tu as compris à ce marché, parce que tu as été une dimension business aussi importante, mais qu'est-ce que tu as compris au monde de la photo, c'est comment c'est organisé, comment on fait sa place, quels sont les différents métiers. C'est une question difficile que je te pose là. Ouais, alors du coup, en fait, moi du coup, les premiers entretiens que j'ai faits, c'était principalement avec des gens que je connaissais d'avant. J'avais aussi travaillé dans une galerie qui s'appelle Polka. Donc la première personne, c'était quelqu'un qui était la directrice de cette galerie, et la deuxième personne, ça a été mon enseignante d'histoire de la photo, qui est une grande galeriste. Donc du coup, ça a été le premier réseau, c'était plutôt galerie-musée. Et alors que j'avais le début cette envie d'ouvrir vers tous les métiers, même les métiers d'agent, plutôt aller vers de la commande, même de la presse, etc. Et du coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, en France, on cloisonne beaucoup. Et en fait, on pense que les gens ne communiquent pas entre eux, mais alors qu'en fait, c'est faux. En fait, je me rends compte qu'il y a vraiment des familles de professionnels qui se connaissent, s'entraident et qui peuvent être des acheteurs d'art, que des galeristes, que des agents et que donc moi avec ce podcast, en tout cas, c'était ce que j'ai essayé d'un peu montrer, c'était de que décloisonner, que c'est une grande famille et qu'en fait les gens sont plus accessibles en tout cas que ce que j'avais l'impression aussi. Il y a des personnes qui sont très demandées, donc quand on les aborde, il faut être un peu stratégique dans la façon de les approcher. C'est pour ça que j'aime bien aussi poser aussi la question souvent à des galeristes, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour prendre contact avec vous ou pour vous montrer le travail. Donc je me suis rendu compte que qu'il y avait un peu des façons aussi de parler à certaines personnes qui pouvaient être très des us et coutumes, des règles, des codes. Dans un milieu qui moi me semblait assez opaque. Mais c'est dur de dire les apprentissages parce que il y a plein de choses. C'est plein de petites choses. Il faut écouter les 100 épisodes en fait, tout simplement. En tout cas, ça a été beaucoup de rencontres et des gens qu'en fait j'ai aussi eu envie de rencontrer certaines personnes aussi pour ce qu'elles étaient. Bien sûr. Pour leur travail, mais aussi pour Et tu t'es focalisé, comment est-ce que le podcast a évolué dans le temps? Est-ce que à un moment donné, désolé, je parle de moi alors qu'on parle de toi normalement. Au début, j'allais un peu tout feu tout flamme sur plein de sujets très différents. Et puis au fur et à mesure que t'avances, tu as des affinités pour certains sujets. Est-ce que toi ça a été le cas pour toi? Comment en fait ton podcast les 100 derniers, comment le podcast a évolué, pardon? Il a quand même une trame avec des questions qui reviennent souvent, et même moi ça m'intéresse de garder un peu cette trame parce que je vois un peu comment les gens aussi réagissent alors que c'est la même question et comment ils vont l'appréhender. Mais du coup c'est vrai que
je sais pas à partir de combien de temps, mais il y a un moment où je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un petit peu deux parties dans mon épisode. Une première partie qui est sur le parcours de la personne, et une deuxième partie qui m'intéressait aussi, qui est un peu plus peut-être rétrospectif, ou en tout cas qui est pas vraiment théorique, parce qu'on n'est pas sur l'histoire de la photo ni sur des sujets hyper, enfin on n'est pas pour prouver quelque chose, mais plutôt sur des intuitions et sur des conseils. Et du coup la deuxième partie est plutôt sur le point de vue d'une personne à un moment donné sur une situation, et comment aussi elle a pu s'adapter aux évolutions, parce que quand on parle de photographie, d'image, on parle aussi d'intelligence artificielle, numérique, réseaux sociaux, voilà. Donc c'est vrai que ça c'est un peu, il y a maintenant un petit peu deux parties dans le podcast. La première partie est beaucoup plus longue, mais. Et alors, quels sont tes épisodes préférés ? T'as des épisodes préférés ? Ouais. Alors du coup, comme ce que je disais, c'est compliqué de vraiment avoir, parce que moi il y a des gens que j'ai rencontrés aussi où c'est aussi des belles rencontres. Je garde contact avec tout le monde en fait, enfin parce que souvent on s'est dit aussi des choses où on a appris des choses sur l'un ou sur l'autre. Souvent, moi, c'est des personnes aussi qui ne parlent jamais. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens de l'ombre. Donc, c'est des gens qui sont pas habitués à parler d'elles ou d'eux. Donc, du coup, souvent, c'est aussi assez intéressant, parce qu'ils disent des choses qu'ils ne disent nulle part. Donc, du coup, moi, ça m'intéresse. Donc, je crée aussi des liens avec des gens qui sont pas trop visibles, alors qu'ils sont essentiels dans cet écosystème. Et des épisodes, en fait ça va dépendre un peu des sujets. Il y a j'ai eu des entretiens passionnants avec des historiens de la photographie, comme par exemple Michel Poivert. J'ai eu des entretiens un peu plus business, par exemple avec Benoît Baume, qui a un magazine qui s'appelle Fishheim. Il a aussi une agence, et ils font plein de choses. Donc c'était aussi, il a été très transparent sur l'équilibre qu'il a entre tous ses projets. Donc c'était super intéressant. Et l'année dernière, j'étais au Japon et j'ai rencontré des personnes aussi passionnantes qui m'ont ouvert aussi un peu sur le monde, enfin en tout cas avec qui on a pu avoir des échanges qui sont même sortis vraiment de sujets que j'avais l'habitude de traiter, par exemple avec l'éditeur Yvan Vartanian, qui est américain et qui habite à Tokyo, ou avec d'autres professionnels, Xavier Martel, enfin voilà, j'ai eu pas mal de... Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise pendant ces 100 interviews? Est-ce que tu as des rencontres en particulier, enfin tu viens de les citer, mais des coups de cœur, ou je sais pas, des choses que tu imaginais différemment et finalement tu rencontres des gens qui sont complètement différents? Alors du coup, moi, ce que je trouve aussi assez intéressant avec le format du podcast, c'est que je me rends compte que il y a des entretiens où parfois la personne que je rencontre est en fait beaucoup plus stressée que moi, et du coup parfois c'est les personnes qui m'impressionnent le plus qui sont enfin pas stressées, mais en tout cas le plus où je sens que se dévoiler, parler d'elles, c'est donc et d'autres, voilà, et alors que d'autres personnes qui pour moi ont peut-être eu moins cet exercice-là, peut-être qu'ils l'ont vraiment et parfois elles sont plus à l'aise. Donc je trouve ça aussi assez intéressant de se retrouver parfois avec des personnes, on se dit bon, c'est des grosses entreprises, ils gèrent plein de personnes, ils vont être à l'aise, ils savent parler. Ils vont me mener à la baguette. Voilà. Et en fait, pas du tout. Je vois qu'en fait, ils sont hyper impressionnés, et cet exercice de l'entretien est pas facile. Le côté lâcher prise, je pense. est pas facile. Donc j'ai du mal à te donner des exemples précis, mais en tout cas j'ai été souvent, enfin pas souvent, mais quelques fois très surprise. Ouais. Et toi, comment tu lâches prise alors? Parce que c'est pas évident non plus d'interviewer des gens qui peuvent être impressionnants quand on n'est pas forcément très à l'aise. Moi, je me rappelle au tout début de mes interviews, j'étais quelqu'un de très introverti, j'avais du mal à m'exprimer en public. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait ce podcast. C'est aussi pour m'améliorer de ce point de vue-là.
Et je t'avoue qu'encore aujourd'hui, parfois, je vais interviewer des gens, j'y vais un peu tout penaud. Comment tu gères, toi, cette partie-là? Bah, moi, j'ai l'impression que c'est toujours un sorte quand même d'entretien d'embauche. Quand j'arrive devant la porte, devant là où je vais retrouver la personne, ou alors avant qu'elle arrive, j'ai l'impression que c'est toujours un peu la boule au ventre. La boule au ventre, mais quand même, ça a beaucoup évolué. Et comme toi, je pense le fait de parler en public était pas facile, et c'est toujours pas encore non plus si facile. Alors que j'aimerais bien peut-être faire des événements, des conférences, mais je me rends compte que le fait de prendre la parole devant des gens, c'est encore difficile. Ouais, c'est pas facile. Enfin, en tout cas, donc je pense quand je me réécoute, je vois que ça a un peu changé. Et puis moi, depuis que je suis petite, j'ai un bégaiement, mais du coup que moi j'entendais beaucoup, et même que j'entends, alors qu'en fait souvent quand j'en parlais à mes proches, ils me disent mais non, mais en fait personne l'entend, et donc en fait je pense qu'aussi on est assez dur envers soi-même sur certaines choses, alors qu'en fait c'est assez fluide pour tout le monde en fait. Il y a que toi qui vois, c'est ça. Ouais, j'ai un peu le même sujet. Je pense qu'on se juge beaucoup trop. Toi, la raison profonde de pourquoi tu l'as fait, c'était pour trouver du job aussi? Non, c'était du coup j'étais salariée pour un quotidien où je travaillais énormément. Du coup, un quotidien dans la presse, c'est-à-dire que tu travailles H24. Plus ou moins. Alors, j'étais pas journaliste, donc j'écris. Mais nous, du coup, le numéro du lendemain, il sort le soir. Donc, en fait, s'il y a des urgences, des bouclages, des trucs qui bug, c'était moi qu'on appelait, quoi. Donc non, j'avais ce job et je savais que j'allais rester. Donc non, c'était vraiment plutôt moi pour cette curiosité personnelle. Mais à un moment donné, comment tu veux le transformer? Tu veux en faire ton métier full time? Tu veux aller vers quoi? Parce que ça ouvre beaucoup de perspectives de faire ça. Et tu découvres tes métiers, tu découvres des façons de faire, et tu découvres même des recettes pour pouvoir réaliser ce que tu aurais voulu faire ou imaginer vouloir faire. Enfin, peu importe. Qu'est-ce que ça parce que moi, je dis souvent mais souvent quand je sors d'un entretien, je me dis mais j'ai envie de faire ça moi aussi. et ça peut te défocaliser d'ailleurs dans sa vie. Mais toi, qu'est-ce que t'as envie de quoi? T'as envie de faire quoi avec ce média? Du coup, c'est vrai que pendant longtemps je cloisonnais le podcast et mon job d'éditrice. Et donc du coup, même je disais très rapidement que je travaillais dans la presse aux personnes que j'interviewais, mais je cloisonnais un petit peu mon job alimentaire, qui était quand même un job passion parce que j'aimais ce que je faisais, mais et le podcast. Et du coup, il y a 1 an et demi, on est parti au Japon. Alors ça, c'est pourquoi vous êtes parti au Japon? Avec mon compagnon. Ouais. Parce que j'avais envie de partir d'Europe, j'avais envie de voir autre chose. J'ai pas de prêt, j'ai pas d'enfants. Je sentais que dans mon job, j'avais envie aussi de partir. Ça faisait 4 ans, donc je voulais partir loin. Je voulais être dépaysée. Et mon compagnon était architecte et il est designer ébéniste. Et donc du coup, on a échangé pendant des semaines et des mois sur le pays. Et en fait, quand on a commencé à parler du Japon, on s'est dit mais c'est une évidence. C'est évident, autant pour moi sur le lien avec la photo, l'édition, que lui le design, l'architecture, et puis même tout en fait, la nourriture, tout est assez incroyable, incroyable. Donc on a pris des cours de langue pendant 2 ans en cours du soir, 4 heures par semaine. Et on est parti du coup dès que le Japon a permis à ce que les PVT Working Holiday puissent partir. On est partis tous les deux pour 1 an. Génial. Et du coup là je me suis dit qu'est-ce que je fais financièrement, comment est-ce qu'on fait? Donc je me suis mis en freelance en tant qu'éditrice indépendante pour faire un peu le pont avec ce que j'avais pu faire avant, et j'ai travaillé pour un livre édité par Gallimard sur une résidence d'artistes qui s'appelle Villa Kujoyama, qui se trouve à Kyoto et qui fêtait ses 30 ans.
Et du coup, je les ai aidés sur le dernier bouclage pour vérifier que tout était bon au niveau des contributions, que les artistes qu'on avait tous les accords pour les artistes, qu'on avait les traductions, parce que c'était français, japonais. Voilà, donc ça a été un gros travail, mais du coup je me suis retrouvée en freelance sur ce projet, ça m'intéressait beaucoup. Trop bien. Et j'ai travaillé sur un autre projet d'édition pour Fisheye, du coup, et là pour ça t'a amené un peu de business alors. Exactement, ça m'a quand même apporté un peu de business, et là c'était pour un livre pour la marque Bulgari, de la haute joaillerie, et qui du coup fait un livre tous les ans pour principalement ses VIP. Donc c'est un beau livre qui est sur le thème de leur collection de haute joaillerie. Et du coup ils font participer des collaborateurs, enfin des auteurs et des photographes. Et donc du coup depuis le Japon, j'ai travaillé avec les équipes de Fisheye à Paris et les Italiens à Milan pour coordonner ce livre qui, pareil, avait une version en anglais et une version en chinois. Quel monde merveilleux. Voilà. Et au Japon, j'ai aussi travaillé pour Kyotography, qui est un festival de photos, et pour la Villa Kujoyama, pour lequel j'avais travaillé pour le livre, mais en tant que chargée de production. Et en fait, je te fais toute cette boucle pour en venir aussi au point d'aujourd'hui, c'est que du coup, quand je suis rentrée, je me suis dit que je voulais pas vraiment retrouver de job salarié, parce que c'est compliqué d'avoir un job salarié temps plein plus un podcast. Ouais. Et surtout que j'avais eu l'impression qu'au Japon, j'avais fait quand même j'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'ils écoutaient mon podcast. Donc j'étais à l'autre bout du monde, et même je sentais que voilà, qu'en gros fallait que j'en fasse quelque chose, ouais. Et donc du coup, je me suis dit, je ne cherche pas de job, mais il faut que je trouve l'équilibre financier. J'ai encore une petite sécurité du chômage pendant encore quelques temps, donc je suis pas non plus en urgence financière. Ouais. Mais j'aimerais développer des partenariats, du coup sûrement des événements, des conférences, enfin rencontrer aussi un petit peu les gens qui écoutent le podcast ou les gens de la photographie en vrai. Ouais. J'ai des marques qui m'ont approché plutôt du service dans la photographie, parce que je suis vraiment sur une niche, mais je suis identifiée en fait, donc je suis en tout cas pour certaines personnes. Génial. Voilà. Et l'autre branche du coup que je voudrais développer, c'est la partie édition, qui en fait pour le moment était un peu une partie de l'ombre, qu'en tout cas je mettais pas du tout en avant. Et donc du coup là, l'idée ce serait de créer des projets d'édition. Peut-être qu'il y a une branche avec le podcast, peut-être qu'il y a un lien avec le podcast ou pas, mais en tout cas développer des projets d'édition pour que idéalement tous se nourrissent, quoi, comme un peu toi, ce que tu as construit aussi Trop bien. Avec ton podcast. Génial. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment là sur cette aventure podcast? Difficile. Difficile parce que je pense que, comme ce qu'on dit, tout ce qu'on a fait nous mène où est-ce qu'on est actuellement. Bien sûr. Je pense que sur la partie monétisation, j'aurais pu commencer plus tôt. C'est-à-dire que on m'avait approché il y a même déjà peut-être 2 ans et enfin bref, je pense que sur la partie monétisation, mais qui est aussi un job en soi. Ce qui est aussi voilà. Ça s'apprend. Soit on se fait accompagner, soit il faut être très commercial, très commerçant. C'est ça. Donc je pense que cette partie-là, j'aurais pu la faire avant, mais en fait, j'avais juste pas le temps, parce que rien que faire du contenu, sortir un épisode tous les 15 jours. La première année, j'en ai sorti 1 par semaine. Avec mon job dans la presse, donc tous les 15 jours, là ça me permet de pouvoir sortir des choses et de pouvoir aussi faire aussi un peu du contenu sur mes réseaux sociaux, voilà. Donc peut-être monétiser plutôt. Et là tu commences à monétiser, t'as des sponsors ou pas? Je suis en discussion avec des sponsors, sauf que comme un peu peut-être que tout le monde ne pense pas comme moi, mais moi je pense plutôt à faire des partenariats un peu long terme, ou en tout cas des choses sur des périodes longues, ou en tout cas de quelques mois. Donc du coup là je suis en discussion avec 2 marques qui sont venues vers moi, mais voilà, rien n'est encore défini, parce que je veux aussi prendre mon temps dans le fait de proposer une offre qui corresponde aux deux,
pour pas faire plutôt du one shot, ouais. mais plutôt réfléchir à des choses plus long terme qui s'inscrivent dans leur communication, leur projet. Ouais, c'est clair. Non, et puis pour que le message soit efficace, il faut l'infuser dans le temps, quoi. Comment est-ce que c'est vrai qu'il y a comment est-ce qu'on mesure le succès d'un podcast? Je trouve que c'est difficile parce que tu pourrais très bien. En fait, ce qui est difficile, c'est que toi, t'es sur une niche, donc t'es sur un marché qui est relativement petit, des fous de la photo, il y en a beaucoup, mais il y en a pas tant que ça comparé à des fous de foot, par exemple. Ouais. T'as peut-être pas choisi la bonne niche, en fait. Il fallait que t'ailles sur le foot. Comment tu mesures le succès et comment tu mesures le succès? Bah, du coup, je trouve ça assez compliqué de se rendre compte, effectivement, qu'est-ce qu'un podcast très écouté, etc. Et quand on est sur une niche, comme ce que tu dis, je sais que, enfin, on est sur des audiences qui sont assez spécifiques et qualifiées. Et ça se vend très cher. Et ça se vend très cher, mais du coup, c'est difficile de savoir pour pouvoir se positionner par rapport à d'autres personnes. Donc là, j'ai aussi pris un petit peu le temps pour parler avec d'autres podcasteurs à qui j'ai parlé, enfin voilà, moi en termes d'audience, j'ai à peu près 5000 écoutes par mois. Et du coup, sur des épisodes longs d'1 heure, où j'en sors 2 par mois, c'est dur de se rendre compte par rapport au paysage. Et en fait, en parlant avec d'autres personnes qui m'ont dit, mais en fait, enfin voilà, c'est bien. Voilà, en tout cas, c'est pour le secteur là où t'es, c'est bien. Et du coup, enfin, je trouve ça hyper compliqué de se positionner. En plus, personne ne dit vraiment ces chiffres parce que effectivement, quand on a que des chiffres, mais moi, là, 5000, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme des followers sur Instagram. Je trouve ça compliqué de vraiment savoir. Mais moi, là, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure au Japon, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est quand je suis dans des contextes où je m'y attends pas du tout et où je rencontre quelqu'un qui me dit mais oui, j'écoute ton podcast, quoi. Au Japon, il y a le directeur d'Agnès B Japon qui écoute mon podcast. Et étonnant parce que il est français, mais pour moi, il est pas dans ma cible directe. Et en fait, c'est parce que j'ai interviewé un éditeur avec qui il a travaillé sur des projets. Et donc du coup, il est tombé comme ça dessus parce que je fais pas de pub, donc c'est vraiment que de l'organique. Et d'autres personnes au Japon, pareil, que j'ai pu rencontrer, qui par une personne qu'ils connaissaient a pu rentrer. Voilà. Et là, depuis que je suis rentrée, j'essaye aussi du coup de voir des gens. Par exemple, là, j'ai rencontré la directrice de la com de Paris Photo, qui m'a dit que à Paris Photo, ils écoutaient tous. Donc là, bon, je suis pas très étonnée parce que ils veulent savoir tous les métiers de la photo. Donc voilà. Mais elle m'a dit aussi que des personnes au Comex, donc au-dessus, Paris Photo fait partie d'un groupe. Paris Photo, c'est une foire de photos qui a lieu au mois de novembre, et c'est fait partie d'un groupe qui s'appelle Reed Exposition. Et c'est un groupe qui font aussi le salon du yacht, salon du sandwich. Enfin voilà, on n'est pas du tout sur un groupe qui est spécialisé art, culture, etc. Et que dans le groupe, il y avait des personnes au Comex qui écoutaient le podcast pour s'intéresser aux industries, au milieu de la photographie. Et donc du coup, qu'en fait, c'était qu'il était reconnu comme un média pro pour découvrir tous les métiers, mais autant par des personnes qui sont dans la finance ou qui s'y intéressent parce que pour des sujets spécifiques, ils ont besoin quand ils ont besoin de se faire une culture sur ce milieu-là, ils vont sur ton podcast. Donc voilà, donc moi c'est un peu comme ça que je le quantifie, c'est quand il y a des gens que je pensais pas spécialement, étaient pas spécialement dans ma niche directe, me disent qu'ils écoutent, ou alors me disent qu'ils connaissent quelqu'un qui écoute et qui selon moi n'est pas quelqu'un de cet écosystème. Ouais, quel kiff, trop bien, bravo. Et comment est-ce qu'on prépare un interview? Comment on fait pour tirer les vers du nez de quelqu'un? Moi, du coup, souvent, c'est des personnes. Enfin, franchement, je pense 90% des gens que j'interviewe, c'est des gens qui, non, peut-être pas 90%, parce que j'en ai fait 100, mais c'est quand même des gens qui ne parlent pas vraiment d'eux. Donc du coup, je trouve très peu de choses en termes. Enfin, si je veux faire des recherches sur les gens que j'interviewe,
c'est des gens en fait qui, il y a pas grand chose en fait sur eux. Et parfois même mon podcast est la première un peu comme quand on met leur nom sur Google, vu T'es qu'ils bien ont... référencé. Ouais. mais donc du coup souvent j'essaye d'échanger avec eux au téléphone avant de faire l'entretien pour avoir un peu des informations sur eux si j'ai pas pu trop en trouver. Et après moi c'est aussi pour ça que l'entretien, enfin je veux qu'il soit le plus naturel possible, c'est que j'ai pas envie qu'ils se stressent à essayer de préparer en lisant un texte ou parce que ça se sent et puis c'est moins fluide. Spontané, ouais. Mais du coup, c'est plutôt en essayant de rebondir sur ce qu'ils disent et en essayant de les une écoute active. Voilà, exactement. Mais c'est effectivement, moi je sens que ça me fatigue aussi beaucoup d'écouter, poser les questions. Ouais, c'est fatigant. Je suis crevé. Comment tu les choisis en fait? Parce que non mais c'est une question bête, mais c'est une très bonne question et qu'on me pose régulièrement parce qu'en plus du coup je suis un podcast qui s'appelle Les Voix de la photo et je reçois pas mal de personnes, de photographes qui m'envoient plein de messages sur mes réseaux ou par mail avec leur travail et qui me disent est-ce que tu veux bien, enfin est-ce que tu souhaites que je sois interviewée. Alors que moi mon point de vue il est pas sur les photographes. Il est vraiment sur tous les métiers qui gravitent autour parce qu'il existe d'autres podcasts qui sont sur les photographes. Enfin, vraiment. Et même... T'as fait 0 photographe? Si t'en as fait quelques-uns. T'as fait 0 photographe. Alors du coup, il peut y avoir des photographes, mais c'est parce que à côté, ils sont éditeurs, ils sont galeristes ou ils ont une autre pratique. Mais en fait, moi, vraiment, c'est vraiment plutôt sur des métiers et pas tellement sur la partie créative. Enfin, si, parce qu'il y a de la créativité dans chaque métier, mais en tout cas, je suis pas sur des... T'es plus sur les supports, enfin les jobs supports à la photographie. C'est pas eux qui cliquent forcément, mais en tout cas, c'est des gens qui sont passionnés par ce médium et qui le vendent d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas qui l'exploitent, quoi. Et en fait, je me rends compte que ce choix que j'avais fait au début, en fait, je le retrouve dans aucun autre podcast. Même j'ai un peu demandé à des gens là quand j'étais au Japon, des Américains ou même des Anglaises que je vais aussi habiter à Londres. Et en fait, il n'y a pas d'autres podcasts sur cette niche des métiers. Donc en fait, je me dis que j'ai bien fait. Ce qui existe pas mal, c'est des photographes, enfin c'est des personnes qui sont photographes, qui créent un podcast et qui interviewent d'autres photographes ou alors de façon ponctuelle des éditeurs ou des galeristes. Mais du coup, ça dans tous les pays. C'est-à-dire que ça se répète beaucoup. Et donc du coup, cet angle un peu métier, ça n'existe pas. Et comment je fais pour... du coup, j'ai un Excel avec, je crois que là, j'ai, je sais pas, après 580 lignes. Ah ouais. Que j'alimente. Ok. Avec des noms de personnes que je trouve ou que je vois où ils ont participé à des foires, dans les jurys, des lectures de portfolio, il y a des articles qui sont faits sur eux qui m'intéressent, donc je note ça. Ou alors si c'est quelqu'un qui m'en parle et qui me dit faut que t'interviewes cette personne-là, pareil, je note et je dis c'est madame truc qui m'a conseillé d'interviewer monsieur de truc. Et du coup quand quand il y a un nom qui revient, ou alors quand il y a vraiment un sujet qui m'intéresse, voilà. Et alors c'est quoi le top 10 du moment, pardon? Le top 10 du moment en termes... le top 3, on va faire le top 3 parce que 10 ça fait beaucoup. En termes d'invités, en termes d'invités, de gens que tu voudrais inviter dans ta liste de 500 personnes. Non, mais il y a déjà 2 personnes que j'aimerais interviewer et qui sont pas directement dans le milieu de la photo, mais qui ont, si quand même, c'est Agnès B et Marin Kermitz. Okay. Marin Kermitz, c'est le directeur de MK2 et il a une grosse collection de photographies qui était visible au Centre Pompidou. Et il est aussi très impliqué dans plein de projets dans la photo. Il y a un musée à Lille qui s'appelle l'Institut pour la photographie. Il est très impliqué dans cette c'est le père, structure. C'est le patriarche, parce que je crois que son fils fait dans la production de films aussi. Agnès B aussi, ce serait cool. Et Agnès B, pareil, elle a la Fab, son lieu où il y a beaucoup de photos. Pareil, elle est jury dans plein d'écoles, dont l'école Le Darle. Elle donne, en fait, c'est pareil, c'est un peu quelqu'un de l'ombre dans cet écosystème. Ouais. Elle est aussi très impliquée dans le cinéma.
Voilà, donc ça c'est un peu genre de personnes. Mais il y a aussi un truc qu'on m'a dit plusieurs fois, c'est pourquoi tu interviews que des personnes âgées, enfin pas âgées, mais c'est vrai que j'interviewe pas mal de personnes Seniors. Et en fait, je me rends compte que ça m'intéresse d'avoir cette vision aussi sur long terme, voilà, et que c'était pas un choix de faire un choix que uniquement sur des profils seniors, mais que c'était plutôt par mon angle d'avoir des personnes qui vont avoir une perspective sur les 20-30 dernières années. Du coup, ils sont plus âgés, quoi. Ouais, et puis souvent, moi je trouve que les seniors sont plus, non mais ils sont plus généreux et ils sont moins dans la censure parce qu'en fait ils s'en foutent, ils ont plus rien à prouver. Il y a un côté où ils sont beaucoup plus libres dans leurs paroles que des jeunes qui ont besoin de prouver encore beaucoup de choses. Très bien, on a fait un grand tour. Qu'est-ce que tu conseillerais toi à quelqu'un qui voudrait lancer un podcast? Si tu devais nous faire une petite masterclass là, tu dirais quoi? Moi, je pense qu'il faut faire des podcasts, qu'il y a de la place pour tout le monde et que, comme ce que je disais, moi, du coup, je suis sur une niche. Et en fait, quand je l'ai lancé, je pensais que ça allait intéresser pas grand monde parce que je le trouvais nulle part ailleurs, mais je me suis dit peut-être parce qu'en fait ça n'intéresse personne. Et en fait, moi je crois beaucoup aux spécialités, en tout cas donc je pense qu'il faut se lancer. Je pense que tous les sujets matériels c'est pas important. Moi, les 2 premiers épisodes, j'avais un seul micro pour 2 qui était relié à mon ordinateur. Ah oui. C'était vraiment. C'est comme ça le micro. Il était au milieu, donc il fallait pas être trop loin et tout. Donc voilà. Mais parce qu'en fait, je savais pas si j'allais en faire d'autres. Et en plus, je m'étais mis dans des galeries. Donc le pire endroit, ça résonnait à fond. Dans tous les sens, ouais. Mais Adélie et Ipanema, du coup, le premier pendant longtemps, ça a été un des plus écoutés, alors que c'était un des sons, je pense, les moins bons. Pourris, ouais. Mais donc je pense que les sujets matériels, même je pense qu'on peut faire avec son téléphone, on peut faire, mais il faut peut-être trouver un sujet qui nous plaît, où on se dira que sur le long terme, ça va nous intéresser. Parce que moi, je pense que ce qui est difficile avec le contenu, et le podcast, c'est de tenir. C'est-à-dire qu'on va pas faire. Je connais pas de personnes qui ont fait du buzz qui ont tout d'un coup popé avec du podcast. Pour moi, c'est de tenir dans le long terme et donc essayer de s'organiser pour tenir. Et ça, c'est pas facile. C'est ce qui est le plus difficile, sans doute, c'est clair. Ok, très bien. Dernière question, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast? Non, mais tu nous l'as déjà dit, mais c'est Agnès B, Marin Kermit. Ouais. Et on leur donne rendez-vous si vous nous écoutez. Rendez-vous sur les voies de la photo. Merci infiniment. C'était un plaisir de faire cet exercice avec toi. À bientôt. Salut. Merci Adrien. Merci encore à Adrien Garcia pour cet échange. Vous pouvez retrouver son podcast The Bold Way sur les réseaux sociaux et sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci à vous d'avoir écouté Les Voix de la Photo. Vous avez écouté l'épisode 100 du podcast et à cette occasion, je lance une newsletter bimensuelle pour compléter les entretiens. En note de cet épisode, vous pouvez retrouver un lien d'inscription pour recevoir cette newsletter avec des contenus exclusifs sur le podcast. Aussi, pour m'aider à faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Aussi, si vous voulez me faire part de vos remarques, par exemple m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt!